Votre avis nous intéresse. Sur Fréquence Évasion, manifestez vos mécontentements, criez vos injustices, poussez vos coups de gueule. Vous détenez une information crédible et vérifiée? Venez nous en parler dans Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Exprimez-vous en toute liberté. www.fréquenceévasion.com. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, votre avis nous intéresse. Nous parlerons des additifs que nous trouvons dans les produits de consommation. Nous parlerons du bizutage et nous parlerons des antennes relais. À tout de suite. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Chaque jour sur Fréquence Évasion, dites-nous tout. La météo en France dans notre grand sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Nous allons parler des différents additifs que l'on peut trouver dans les produits de consommation. Hervé Stop, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Alors, vous êtes membre de ProAnima. Oui, je suis membre de ProAnima. Je suis également fondateur d'une autre association qui est l'Arbre, qui est l'association de recherche sur la bioréalité énergétique, et d'une association amie de ProAnima. Et je fais partie très modestement du comité scientifique. Quels sont les objectifs de ProAnima ? Les objectifs principaux, bon, je ne suis pas un spécialiste de ProAnima, mais enfin toujours est-il que ProAnima, il œuvre pour qu'on arrête l'expérimentation animale, et ils mettent en évidence, en exergue tous les procédés autres pour faire de l'expérimentation fiable en dehors des animaux. C'est une bonne chose. Tout à fait. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas parler des animaux, mais des additifs. Alors faut-il se méfier des additifs ? Bien sûr, il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des additifs qui sont absolument inoffensifs. Il y en a d'autres qui sont moyennement offensifs, et il y en a qui sont particulièrement dangereux. Alors ce qu'il faut savoir quand même, il y a, je crois, plus de 3000 additifs alimentaires qui sont réputés être dangereux, même pour certains cancérigènes, et qui n'ont pas encore été évalués. Alors par exemple ? Là, il y en a, justement, ils sont pas répertoriés, mais là, j'ai pas de nom direct en tête, mais ça fait partie de ces additifs qui sont soit des colorants, soit des exhausteurs, soit des exhausteurs de goût, des choses comme ça. Là, malheureusement, j'ai pas d'éléments précis à vous donner. Y a-t-il des additifs naturels qui ne mettent pas en danger la santé des consommateurs ? Oui, tout à fait. Vous avez notamment un additif, le E330, qui a été diabolisé à tort par AOAX, en fait. Le E330, c'est justement l'acide citrique, qui est absolument inoffensif. Bien sûr, il ne faut pas en abuser comme n'importe quoi, mais enfin, il n'est absolument pas dangereux, alors qu'il a été pendant très longtemps, et encore maintenant, il y a des OAX qui circulent en disant surtout éviter le E330. Donc voilà. Alors parlons de l'aspartame. Tantôt on entend dire que l'aspartame c'est pas dangereux pour la santé, et on entend le contraire. Alors où en est-on au niveau des recherches sur l'aspartame ? Bien, l'aspartame, là aussi, ça a été très discuté malheureusement. Les pro-aspartame, je dirais, semblent ignorer totalement les études faites par des scientifiques indépendants, démontrant, notamment il y a des Italiens qui ont travaillé là-dessus, il y a des Français qui ont travaillé là-dessus, il y a des Américains qui ont démontré la dangerosité de l'aspartame, et ça tombe sous le sens quand on sait ce que c'est que l'aspartame. On sait que l'aspartame, à la température du corps, donc à 37 degrés, peut être transformé en alcool méthylique et en formaldéhyde. Ah oui, ça tout le monde l'ignore. C'est-à-dire beaucoup de gens l'ignorent. Non, et en plus, il y a une politique du silence pour justement favoriser certains lobbies qui sont derrière l'aspartame. Est-ce qu'il y aurait un moyen de se passer de tous ces additifs ? Oh, certainement.
sans aucun doute, ne serait-ce que pour l'aspartame par exemple, ou les glutamates, glutamate de sodium, tout ça ce sont des neurotoxiques. Il y aurait parfaitement moyen de se passer de ces additifs édulcorants, notamment avec des extraits de stevia, stevia rebaudiana, qui est une plante, et vous la connaissez certainement. Oui. Et qui est parfaitement inoffensif, qui est utilisé depuis des siècles par les peuples premiers, par les Japonais, par d'autres peuples également, et sans aucun danger. À condition qu'elle soit utilisée correctement, parce que l'autre jour, il y a eu un reportage sur France Télévisions, ou je ne sais plus quelle chaîne, qui disait que on avait encore trafiqué cette plante. Ça évidemment, si on trafique la nature, on risque évidemment de déboire, ça c'est certain. Mais la plante en elle-même, Stevia rebaudiana, c'est une plante qui a fait la preuve, disons, de son innocuité depuis le temps qu'elle est utilisée, dans la mesure où on l'utilise telle qu'elle. Alors le conseil de ProAnima, c'est de manger bio. Oui. Donc quel conseil vous donneriez aux auditeurs pour essayer de changer les habitudes alimentaires ? Alors c'est vrai que là aussi il y a des études qui ont été faites, alimentation bio versus alimentation classique, je dirais, et des études nutritionnelles qui ont été faites et qui ont démontré clairement que l'alimentation biologique est éminemment supérieure du point de vue, non seulement du point de vue nutritionnel, mais aussi du point de vue risque de santé par rapport à l'alimentation conventionnelle. Là, vous avez des travaux nutritionnels qui ont été faits par, je crois, le professeur Belpomme, il me semble. Oui, que nous avons reçu ici à la radio. Ah, vous avez eu à ce micro, oui, d'accord. Oui. Non, mais l'alimentation biologique, alors, contrairement à ce que l'on fait croire aux usagers, l'alimentation biologique n'est pas plus chère que l'alimentation conventionnelle. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous mangeons de toute façon beaucoup de trop. Et il suffirait j'ai fait le calcul moi-même, il suffirait de réduire globalement la consommation de 30%, et nous aurions encore l'apport nutritionnel tout à fait nécessaire pour avoir un bon équilibre organique, avec 30% de moins, et en faisant 30% de moins, eh bien on arrive à une alimentation, on peut acheter bio sans dépenser davantage. Mieux mais bien. Mieux mais bien, de toute façon. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas tout en bio. On n'a pas tous les produits bio. Mais malheureusement, parce qu'il y a des barrages là aussi qui sont faits. Quand on sait que l'agriculture conventionnelle, je ne vais pas faire de polémique, Non. On sait que l'agriculture conventionnelle est largement subventionnée et que là encore cette année, je crois, j'ai entendu les pouvoirs publics veulent réduire la subvention à l'agriculture biologique, je trouve ça tout à fait scandaleux. Alors que normalement, la France pourrait avoir largement développé. Il y a heureusement certains agriculteurs courageux qui développent cette agriculture biologique, mais avec beaucoup de difficultés parce qu'ils ne sont absolument pas soutenus. Alors, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs de Fréquence Évasion en faveur de ProAnima ? Ça tombe sous le sens. Je pense qu'il faut soutenir toutes ces associations qui œuvrent pour qu'on arrête de faire souffrir l'animal, parce que les animaux, de toute façon, ce sont des êtres sensibles qui comprennent aussi ce qui se passe. Ce sont des êtres qui sont là aussi pour nous aider d'une certaine façon. Bon, ça serait trop long d'en discuter, mais toujours est-il qu'il faut bien évidemment soutenir toutes ces actions qui sont faites pour justement faire une expérimentation hors animal. Et ça, c'est tout à fait possible, puisqu'on a maintenant des cultures de cellules humaines qui sont permettent de faire de façon tout à fait fiable des expérimentations, où il y a des systèmes numérisés qui permettent également, informatisés, qui permettent également de faire de ce genre de faire des modèles d'expérimentation, etc. Donc là aussi, c'est une question, une fois de plus, de soutien des pouvoirs publics et des scientifiques, de certains scientifiques qui ne sont pas encore suffisamment, renseignés dans les possibilités qu'offrent ces expérimentations hors animal. Alors vous avez un site internet chez ProAnima ? Oui. Vous allez nous donner l'adresse ? Voilà, c'est tout simplement le site de ProAnima, en attaché minuscule proanima.fr. Et qu'est-ce que l'on peut trouver sur ce site ? Là, notamment, il développe justement le thème de l'expérimentation en dehors de l'animal, et puis donne également un certain nombre d'informations touchant à la santé humaine, en fait, et également toutes les actions qu'elle mène de par la planète en général, enfin en France en particulier.
Merci d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie moi-même. Vous le savez, vous avez un répondeur qui est à votre disposition, c'est le 09 79 35 29 60, la ligne des auditeurs. Faites-vous entendre, faites entendre votre voix, exprimez-vous en toute liberté. 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants, dans Votre avis nous intéresse un autre sujet. Nous parlerons de l'implantation d'une antenne d'un pylône en Lozère. L'affaire se passe dans un petit village de la Margeride, en Lozère donc. À tout de suite. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Chaque jour sur Fréquence Évasion, dites-nous tout. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Vous écoutez Fréquence Évasion, votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Je vous rappelle que vous pouvez appeler la ligne directe des auditeurs, le 09 79 35 29 60. C'est le direct live. Vous vous exprimez comme vous voulez. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Patrick Buret, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Alors, vous vous battez depuis plus d'un an contre l'implantation d'une antenne relais sur un site protégé, je crois. Racontez-nous votre mésaventure. Alors en fait, il s'agit d'une antenne relais en zone blanche, donc la première chose c'est qu'il y a tous les opérateurs, Orange, SFR, Bouygues et d'autres aussi dans le futur avec tous leurs équipements. Alors le site est un site en nord de Lozère, au-dessus des gorges de la Truyère, des pittoresques gorges de la Truyère, avec des falaises d'escalade à cet endroit-là. C'est également un site archéologique, historique, hein. Il y a toujours eu des présences humaines. Il en reste pour l'instant que des vestiges d'une très belle chapelle romane du XIIIe siècle, qui fait un peu photo d'appel sur certains prospectus touristiques. Et puis c'est surtout un site habité. Et donc cette antenne Mirador de 35 mètres de haut est à 50 mètres des premières habitations. Et dernier élément de cet aspect multifacette, c'est une parcelle qui est sectionnale, donc sur laquelle les habitants qui sont autour sont ayant droit. Alors quelles sont les principales nuisances auxquelles sont exposés les riverains ? Alors pour l'instant, on s'est battu donc effectivement depuis 1 an et demi. Les nuisances, elles sont potentielles, hein. C'est bon pour la santé, parce qu'il faut savoir qu'il y a déjà une antenne TDF de 20 mètres qui elle-même abrite d'autres opérateurs privés. Donc ça va être un champ d'antenne. Alors par les temps qui courent, je ne sais pas si vous avez vu le jugement de la Cour d'appel de Montpellier du 15 septembre, très dithyrambique sur la santé. Pour démonter une antenne de 12 mètres de haut à 85 mètres des premières habitations dans les Pyrénées-Orientales, bon, donc en arguant du fait qu'il y avait effectivement rien n'était prouvé, il y avait quand même des dangers potentiels. Bon, alors nous, c'est multiplié par le nombre d'opérateurs, SFR, Bouygues, Orange, TDF, Towercast, etc. Donc c'est le premier risque. Le deuxième, c'est le risque visuel sur un site naturel magnifique dans un département dont la densité est la plus faible de France, alors qu'il y a des sites alternatifs inhabités de même altitude. Et enfin, c'est aussi des nuisances sonores, et là on nous a toujours regardé de haut. L'antenne TDF actuellement, par vent du sud, par vent du midi, c'est pas tous les jours, siffle, fait du bruit, c'est un instrument à vent. Un deuxième instrument à vent, ça va faire un orchestre, et je peux vous dire que c'est insupportable. Ça passe à l'as. Alors vous vous êtes constitué en collectif ? Oui, on est un collectif, souvent Verdezun 48. Verdezun est le nom de la colline, donc on est au Malzieuxville en Lozère. Et donc on se bat. Quelles sont les démarches que vous avez effectuées ? Écoutez, au début, naïvement,
On pensait que la raison de base, le bon sens l'emporterait, mais on est face à un rouleau compresseur, on est des petites fourmis. Alors les démarches, c'était au début de faire des propositions, on était force de proposition, on a écrit de tous les côtés, mais c'est peine perdue, le rouleau compresseur n'écoute pas. Et on a aussi fait un recours gracieux. Ce recours gracieux va être jugé en fin d'année, l'année prochaine, donc c'est vis-à-vis du tribunal administratif. Ouais. Et puis, on a essayé de faire des référés suspensifs de travaux et on a perdu. On a indiqué qu'il y avait l'intérêt général avant des intérêts particuliers qui se manifestaient. Est-ce que vous avez contacté le ministère de l'Environnement ? Oui, plusieurs fois. Enfin, on a écrit plusieurs fois à M. Sarkozy avec des messages courts, uniquement la pollution électromagnétique, ne se répartissant pas sur plusieurs sujets, mais un seul. On a été assez incisif. Les lettres sont arrivées après chez Madame la ministre de l'Environnement, mais toujours avec des bonnes paroles. Il ne vous a pas répondu, Nicolas Sarkozy ? Si, on a toujours des réponses du directeur de cabinet, puis ça passe à un autre ministère, et puis ça passe au préfet. Ouais. Alors la particularité de notre affaire, qui est vraiment particulière, si je puis dire, c'est que nous ne sommes pas comme dans les Pyrénées-Orientales ou dans beaucoup d'endroits en France, des privés contre un opérateur. Nous sommes face à un bloc, puisqu'on est en zone blanche, financement public-privé. Il y a le conseil général qui va devenir propriétaire du pylône et qui le loue, et qui fait du business pour d'autres après sûrement. Il y a la mairie, il y a le bureau d'études, il y a les opérateurs, et chacun se renvoie la balle l'un sur l'autre. Alors vous dites que les opérateurs cherchent à tout verrouiller. Ben écoutez, on a beaucoup d'exemples là, et c'est, on pourrait dire, inquiétant, hein, parce que vis-à-vis... je dirais de l'exécutif, le décret de 2002 qui indique les puissances, un peu au record international, que nous avons en France, les puissances d'émission des antennes. Le décret a été fait par les opérateurs, a été préparé par les opérateurs et signé la veille du premier tour des élections présidentielles. Un membre du Parlement, une fois qu'il devient ministre, il est aussi verrouillé, il n'a plus le même tempérament vis-à-vis des antennes. Hein. Il y a eu beaucoup de propositions de loi qui sont toutes faites contrecarrées ou qui n'ont pas vu le jour. Donc ça, c'est sur le législatif. Les propositions de loi du Sénat, de l'Assemblée nationale, il y en a eu beaucoup, n'ont jamais abouti. Et puis troisièmement, sur la justice, il vient d'y avoir un arrêt du Conseil d'État, donc qui est au sommet de la filière justice administrative, qui vient de donner raison aux opérateurs en disant que les maires de Bordeaux, de Saint-Denis et d'une ville de Bouches-du-Rhône, et in extenso tous les maires, n'ont pas la capacité de faire des arrêtés, de réglementer à leur niveau local en matière d'implantation d'antennes et en matière de principe de précaution. Et en justice civile, les tribunaux de grande instance, l'autre grande filière de la justice, on fait face aux opérateurs qui essayent de démontrer que les tribunaux civils, justement, sont incompétents, eux aussi, pour juger des affaires d'antenne. À tel point que c'est monté en cour de cassation et que la cour de cassation, d'une certaine façon, si on peut dire, ne voulant pas se déjuger et déjuger sa propre justice, est passé encore au cran du dessus, qui est le tribunal des conflits. Je voulais dire que pour la justice administrative, le Conseil d'État dont j'ai parlé, il y a eu des échos dans le Canard enchaîné et ailleurs. C'est quand même le rapporteur là, du Conseil d'État a travaillé pour un opérateur sur un bateau lors d'une grande course internationale de voile. Tout ça pour dire que... vous n'avez aucun résultat. Les opérateurs... Vous avez l'impression que vous êtes victime des lobbies, justement, en l'occurrence les opérateurs téléphoniques qui se sont tous implantés. Je dirais qu'ils sont en haut de la pyramide. Alors quelles vont être vos démarches dans les semaines et mois à venir ? Écoutez, on va médiatiser au maximum, autant que faire se peut, quand on pense que cette affaire est vraiment absurde, avant la santé, avant la demande de concertation élémentaire auquel le citoyen a droit. On demande là l'application du principe de raison. Est-ce que c'est
Qui c'est qui peut dire à des élus, à des acteurs, mais attendez, il y a d'autres sites qui existent. Alors, en Aveyron, par exemple, dans le village d'Ozit, pas bien loin de Rodez, c'est exactement la même chose. Il y a un groupe d'habitants qui se bat parce qu'on construit une antenne aussi multi-opérateur, zone blanche, et ils se heurtent à la même chose. Alors donc, pour la justice, même pour la justice civile dont je parlais, c'est un peu nouveau parce que qui est en face de nous? C'est le conseil général du département et ou les opérateurs, ou c'est que les opérateurs? Puisque chacun se partage la propriété, qui du pilote, des équipements radio, c'est très particulier. Alors vous dites que le pylône est à peu près à 85 mètres des habitations. Ah, dans notre cas, non. Ça, c'était dans le jugement de la Cour d'appel. Dans le jugement, pour les Pyrénées-Orientales. Nous, c'est à 50 mètres des premières. Ah, quand même, 50 mètres. Dans le département le moins peuplé. Ouais. Est-ce que vous avez constaté des problèmes de santé sur les riverains? Est-ce que certains riverains se sont plaints? Bah écoutez, pas encore, puisque là, ils ont héliporté, après bien des résistances, les énormes tronçons de ce pylône de 37 mètres de haut. C'est un mirador, hein, c'est pas un pylône classique. Hein, on pourrait mettre des chasseurs en haut sur différents étages qu'il y a. Ouais. Et donc les équipements radio ne sont pas encore installés. Ça a été un peu une course contre la montre d'installer ce pylône métallique avant l'hiver. Après, on verra pour les équipements radio. C'était fait. C'est une course contre la montre contre nous, on peut dire. C'était fait en précipitation. Non, il voulait assurer. On va dire, il voulait assurer. Le pylône étant mis, après, c'est pas en donnant un coup de pied dans le pylône qu'on peut le faire tomber, ça c'est sûr. Est-ce que vous auriez un message à faire passer au pouvoir public? Écoutez, je pense que vraiment il faut voir la réglementation. Est-ce que les hommes politiques indépendants et la classe politique peut voir tous ces collectifs, toutes ces associations, nombreuses qui se sont mis en marche? Est-ce que ça pose pas question? Il n'est pas question d'être contre le progrès technique, contre la téléphonie mobile, mais pour choisir des solutions en bonne raison et en concertation quand c'est possible. Avec du bon sens. Au Malzieuville, comme dans le cas de l'Aveyron à Ozit, etc. Alors vous le savez, vous avez un répondeur qui est à votre disposition, c'est le 09 79 35 29 60, la ligne directe des auditeurs. Faites-vous entendre votre voix, exprimez-vous en toute liberté. Vous pouvez utiliser ce numéro pour dire, voilà, je ne suis pas d'accord, ou il y a tel ou tel problème. 09 79 35 29 60. Puis-je rajouter que nos jeunes, pour des jeunes avec un langage de jeunes, on fait un clip de 2 minutes qui est sur YouTube. Oui. On voit en 2 minutes le problème. Donc il faut faire Lozère et antenne en mettant ces deux mots, accéder au film, et vous nous soutenez un peu comme ça. Voilà. Parce qu'on cherche à avoir un grand nombre de soutien visionnant ce film. Vous viendrez nous dire à ce micro si vous avez obtenu satisfaction, ou tout au moins la suite de vos démarches, nous faire part de la suite de vos démarches. Tout à fait. Bonne chance, à bientôt, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Dans quelques instants, dans Votre avis nous intéresse, nous parlerons du bizutage en compagnie de Marie-France Henry, qui est présidente du Comité national contre le bizutage. À tout de suite. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Chaque jour sur Fréquence Évasion, dites-nous tout. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com.
Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Vous le savez, vous pouvez contacter Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Vous pouvez parler de tous les sujets qui vous tiennent à cœur. Vous nous envoyez un mail à fréquenceévasion@hotmail.fr. Votre avis nous intéresse et dans l'immédiat, nous allons parler du bizutage. Marie-France Henry, bonjour et merci de participer à cette émission. Bonjour. Alors, vous êtes présidente du comité national contre le bizutage. Oui, présidente du comité national contre le bizutage. Que faites-vous justement au niveau de cette association? Eh bien, on fait à la fois des actions de prévention, c'est-à-dire qu'on a une plaquette qui s'appelle « En finir avec le bizutage », qui est à la disposition gratuitement de tous les chefs d'établissement, de tous ceux qui peuvent en avoir besoin. On répond aussi aux chefs d'établissement, on répond aux équipes éducatives, on répond aux enseignants, à tous ceux qui peuvent être confrontés au problème du bizutage et qui parfois ne savent pas trop bien comment s'en tirer. Et puis on écoute beaucoup les victimes, on écoute les témoignages que nous recevons à chaque rentrée et on essaie de trouver des solutions. On écoute beaucoup parce que les victimes vont souvent mal et elles ont besoin d'être écoutées quelque part. Et puis lorsqu'on a des témoignages, eh bien on les traite, c'est-à-dire qu'on les transmet au ministère de l'Enseignement supérieur, au recteur, et qu'on entre parfois aussi en contact avec les chefs d'établissement. Alors la question des auditeurs, Dominique de Toulouse, le Mirail, comment est-ce possible que de telles pratiques comme le bizutage, il fait aussi référence à la mise à mort des taureaux dans le sud de la France, soient encore d'actualité? Et que font les pouvoirs publics? Alors, là, il y a plusieurs éléments dans cette question. Pourquoi est-ce que le bizutage subsiste? Parce que, d'une part, c'est un phénomène de société, c'est-à-dire que on constate que depuis le vote de la loi en 98, les mentalités ont évolué, et que si en 98, la plupart du temps, les gens nous disaient « mais de quoi vous vous mêlez, le bizutage, c'est pas si mal que ça », maintenant, 92% des parents nous disent on trouve que le bizutage, c'est quelque chose d'inacceptable. Donc il y a ça. D'autre part, il faut qu'il y ait des sanctions, et des sanctions lourdes, et jusqu'à maintenant, on peut dire que les sanctions n'ont pas toujours été à la hauteur de la gravité des faits constatés. Que d'autre part, il y a la loi du silence qui continue à faire obstacle, parce que les jeunes ont peur de parler, peur parce que souvent il y a des représailles, et disons que dans la très grande majorité des cas, ils sont même obligés de quitter l'établissement lorsqu'ils ont parlé. Donc ça fait vraiment, c'est un obstacle majeur. Et puis il y a les plaintes qui sont trop souvent classées sans suite, et qui n'encouragent pas non plus à dénoncer les faits. Mais il y a de graves dérives dans ce bizutage. Oui, il peut y avoir de graves dérives. Les faits peuvent aller jusqu'au viol, jusqu'à des sévices corporels graves, ou aussi jusqu'à des sévices psychologiques graves. C'est pas du tout anodin, en tout cas. Pas du tout. Et il y a des jeunes qui se retrouvent chez le psy après un bizutage et qui mettent des années à s'en remettre, et même pour certains qui ne s'en remettent pratiquement jamais. Alors il paraît qu'il y a des élèves qui ont été mis en danger, leurs vies ont été mises en danger. Oui. Alors, vous avez un exemple? Ça peut aller jusque-là, effectivement, en particulier avec l'alcool. Parce que dans le bizutage, il y a beaucoup d'alcool aussi. Il y a des jeux avec l'alcool. Chez les jeunes qui souvent n'ont jamais bu et qui vont qui vont boire parce que, précisément, ils ont peur de se singulariser, ils ont peur d'être montrés du doigt. Et puis, on va les inciter à boire, et les comas éthyliques ne sont pas rares, et chaque année, malheureusement, on constate aussi des décès. Que font les responsables d'établissement face à ce bizutage qui persiste? Alors, les responsables d'établissement, si vous voulez, il y a les chefs d'établissement qui ont vraiment pris le problème à bras-le-corps et qui ont interdit le bizutage dans leurs établissements. Il y a une charte d'engagement qui a été signée par 160 établissements membres de la conférence des grandes écoles. Donc on voit qu'il y a une vraie prise en charge par certains. Bon, il y a encore des chefs d'établissement qui sont souvent qui manquent de vigilance. Bon, on sait qu'à la rentrée, leurs tâches sont lourdes, mais tout de même, il est absolument incontournable de veiller à ce que les week-ends d'intégration ou les soirées d'intégration ne soient pas du bizutage. Et puis il y a ceux encore, quelquefois, qui les font parce qu'ils ont peur que ça nuise à la réputation de leur établissement. Alors comment réagissent les victimes? Alors les victimes, elles sont souvent laminées, elles vont mal, elles
elles vivent ça déjà comme une injustice, parce que l'idée que c'est la victime qui va partir, que c'est la victime donc qui va être sanctionnée, parce que partir ça veut dire, quand on a fait 2 ans de classe prépa, qu'on a réussi des concours, ça veut dire renoncer à l'établissement qu'on avait décidé d'intégrer. Ça veut dire parfois renoncer donc à faire les études supérieures qu'on avait envisagées, et même parfois renoncer à son avenir professionnel. Ah oui, tout à fait. Alors sur votre site, il y a un message des visiteurs qui dit « Tu verras, les 3 premiers mois, c'est dur, mais après, on te laisse tranquille. » Oui. C'est incroyable. Oui, ça existe. Il y a des établissements où le bizutage peut durer aussi longtemps que ça. Ce sont souvent des bizutages avec une composante psychologique importante, c'est-à-dire qu'on va empêcher les jeunes de dormir, on va les empêcher de manger, on va leur hurler sur le dos, on va leur faire apprendre des chansons obscènes, on va les stigmatiser en les affublant de blouses, de ceintures, de ficelles, avec des inscriptions dessus et ainsi de suite. Donc on va leur signifier que ici c'est pas eux qui décident, voilà. Il y a des gens qui sont là depuis avant eux et ils sont priés de se soumettre à leur autorité. C'est barbare. Absolument, oui, ça s'appelle de la barbarie. La loi de 1998 sur le bizutage n'a visiblement rien arrangé. Dans de très nombreux établissements, le bizutage reste toujours d'actualité. Que faire aujourd'hui? Alors bon, si la loi de 98 a quand même permis, déjà elle a permis une chose, c'est de montrer du doigt le phénomène qui n'existait pas avant. Et on voit que progressivement il y a eu une prise de conscience collective de ce que le bizutage était quelque chose d'inacceptable, de grave, de dangereux, qui pouvait traumatiser gravement, et que c'était aussi une atteinte aux droits de l'homme. Donc on voit ça a eu un effet positif, et puis le bizutage diminue progressivement, mais il est loin d'avoir disparu, et il ne faut absolument pas relâcher la vigilance. Au niveau des autorités de l'éducation nationale, on ne peut pas dire qu'ils ne font rien, c'est pas vrai. Hein. Nous on est en contact permanent avec le ministère de l'Enseignement supérieur et avec tous les ministères qui peuvent être confrontés au problème du bizutage dans les établissements qui sont sous leur tutelle. Tous les recteurs à la rentrée et tous les chefs d'établissement d'enseignement supérieur ont reçu une lettre du ministre leur rappelant ce qu'était la loi contre le bizutage, quelles étaient leurs obligations, quelles étaient leurs responsabilités. Et des numéros verts ont été mis en place dans tous les rectorats. Donc, si des choses se font, mais c'est une lutte difficile, longue, et dans laquelle il ne faut absolument pas relâcher l'attention. Que prévoit cette loi de 1998 comme sanction? Elle prévoit 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Alors pourquoi cette loi n'est-elle pas appliquée à 100%? Alors, elle n'est pas appliquée pour différentes raisons. D'une part, parce que on s'adresse à l'élite. Oui. C'est plus difficile de mener une plainte contre l'élite que de mener une plainte contre, c'est triste à dire, que contre un jeune délinquant banal, quoi. Comme d'habitude. Voilà. Donc il y a ça. Il y a la loi du silence qui fait que les gens ne parlent pas. Donc c'est difficile de recueillir des témoignages. Et puis souvent, si vous voulez, la justice est lente. Hein. Donc ça veut dire que les faits seront jugés 2 à 3 ans plus tard. Bon, que le jeune en question, le jeune bizuteur, 3 ans plus tard, il aura fini ses études, il sera un adulte, intégré dans la vie professionnelle, souvent sans histoire, et du coup, on aura tendance à être plutôt indulgent. Alors que faire si on est victime de bizutage? Si on est victime de bizutage, il faut en parler. Bon. Même anonymement, souvent les parents ou les jeunes nous disent on ne veut pas qu'on donne notre nom parce qu'on a peur des représailles, etc. Mais nous, on ne donne jamais les noms. Si les gens nous le demandent, on respecte scrupuleusement leur anonymat. Donc il faut absolument en parler. Et nous, à ce moment-là, on peut agir auprès des établissements, parce que si on n'en parle pas, ça veut dire qu'on accepte que ça va continuer. Bon. Et les parents qui nous disent, ou les jeunes, je veux même pas, il y en a parfois qui nous disent, je ne veux même pas vous donner le nom de l'établissement. Ah oui, à ce point-là. Alors on leur dit, écoutez, c'est même pas la peine de nous appeler, parce que si vous voulez rien nous dire, nous, on veut bien vous écouter, on veut bien entendre votre mal-être, mais au-delà de ça, nous, on n'a pas envie que ça continue. On n'a pas envie qu'il y ait des jeunes qui continuent à aller mal et à être en danger. C'est incroyable d'être terrorisé comme ça.
Ah oui, c'est extraordinaire. Ils sont, mais je veux dire que les bisuteurs font tout pour, parce que lorsqu'ils, dans des établissements, ils ont su que des jeunes avaient parlé, ils ont commencé à lancer des menaces en disant on va pourchasser les traîtres, on va bien finir par savoir qui c'est, et vous allez voir ce qui va se passer. Donc ils sont très menaçants et c'est tout à fait extraordinaire de voir à ce moment-là la réaction de la victime qui a l'impression que c'est comme si c'était écrit sur sa tête que c'était lui qui avait parlé. On est presque au-delà du harcèlement. Ah oui, on est au-delà du harcèlement. Mais le harcèlement, avant le bizutage, le harcèlement qu'on voit depuis la maternelle, en fin de compte, ça prépare quand même au bizutage. Bien sûr. Et puis, après le bizutage, il y a le harcèlement dans l'entreprise. Donc le bizutage, ça prépare aussi les jeunes en question, qui appartiennent à l'élite et qui souvent auront des fonctions de responsabilité dans l'entreprise. Ça les prépare à être des harceleurs dans l'entreprise. Tout à fait. Quelles sont vos actions concrètement sur le terrain ? Nos actions sur le terrain, c'est de dénoncer les faits, bien entendu, de faire en sorte que chaque fois qu'on nous signale un cas de bizutage, le bizutage disparaisse dans l'établissement. Est-ce qu'il y a eu des manifestations, je ne sais pas, des parents contre le bizutage face au pouvoir public ? Non. Non, c'est jamais arrivé. Non. Alors vous le savez, vous avez un répondeur qui est à votre disposition, c'est le 09 79 35 29 60, la ligne directe des auditeurs. Faites entendre votre voix, exprimez-vous en toute liberté. S'il y a des gens qui sont victimes du bizutage, même anonymement, peuvent dire c'est Catherine de Marseille, voilà, qu'ils le disent sur le répondeur. Oui. C'est important que les gens parlent, qu'on sache ce qui se passe. Tout le monde a envie de savoir. L'éducation nationale, l'enseignement supérieur, tout le monde a besoin de savoir ce qui se passe pour pouvoir prendre le problème en main et pour pouvoir agir. Tout à fait. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Écoutez, non, je pense qu'on a à peu près fait le tour du problème. Donc, l'essentiel, c'est de dire aux gens, briser la loi du silence. C'est la condition pour que le bizutage disparaisse. Le bizutage, c'est grave, ça fait des victimes, ça fait des gens qui peuvent aller mal toute leur vie. Et c'est pas tolérable. Donc, pour que ça s'arrête, il faut absolument que vous acceptiez de parler et que vous fassiez comprendre à vos enfants qu'il y a des règles pour vivre en société qui sont le respect de soi, le respect de l'autre. Voilà, on doit respecter la différence de l'autre et puis on doit l'accepter. Sinon, c'est pas possible. Oui, puis ça peut créer de graves traumatismes à vie. Oui, à vie, oui. Oui. Alors nous allons rappeler l'adresse de votre site internet. Oui, donc c'est contre le bizutage. L'adresse du site c'est http://contrelebizutage.free.fr. D'accord. Et qu'est-ce que l'on trouve sur ce site ? On trouve des conseils à destination des jeunes, des parents, des chefs d'établissement, le rappel de la loi, comment on peut agir, comment on peut se défendre lorsqu'on est victime. Et puis il y a aussi des textes de référence, une bibliographie, des textes de référence intéressants avec des interventions de psychiatres, de sociologues, donc qui expliquent le phénomène. Et je pense que ça peut aussi intéresser les parents comme les jeunes de comprendre ce qu'est le bizutage, comment ça fonctionne et donc comment on peut ne pas se laisser embarquer dans le bizutage. Marie-France Henry, merci d'avoir participé à cette émission et à très bientôt. Vous nous tenez au courant surtout. Oui, bien sûr. Au revoir. Au revoir. Votre avis nous intéresse. Sur Fréquence Évasion, manifestez vos mécontentements, criez vos injustices, poussez vos coups de gueule. Vous détenez une information crédible et vérifiée ? Venez nous en parler dans Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Exprimez-vous en toute liberté. www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion.